le chapitre de fou. Je crois que là, les amis, on a eu un chapitre d'une qualité, mais c'est hallucinant. Vraiment, d'un bout à l'autre, le chapitre était génial. Je crois qu'il y a rien, il y a vraiment rien qui me vient en tête que je pourrais lui reprocher. Non, franchement, c'est juste parfait. Il y avait de la tension, il y avait vraiment. Ah putain, on était derrière Sanji là. On avait vraiment, on ressentait toute la hargne, toute la rancœur quoi, hein, qu'il ressentait là face à sa famille. Et enfin, entre guillemets, famille. Hein. Donc, un des meilleurs chapitres concernant Sanji depuis qu'on est un petit peu, depuis qu'on le suit un petit peu là avec les Germain et tout ça. Ouais, pour moi. Un des meilleurs, clairement. Salut à tous les amis, on se retrouve pour la review du chapitre 839 de One Piece. Mais avant de commencer la review, donc, et de parler de One Piece plus particulièrement, j'aimerais juste voilà, faire un petit clin d'œil justement, et aussi à la page de couverture qui a été, qui a été dessinée hein, pour l'occasion, pour le chapitre de One Piece cette semaine, et bien que c'est la fin du manga, enfin de Kochikame, hein, voilà, vous connaissez sûrement, et ça fait 40 ans que ça dure. Ça a commencé en 76. En 76, vous vous rendez compte de ça? Donc c'est proprement prodigieux, je trouve. Et c'est à la fois prodigieux et monstrueux en termes de quantité, voilà, de production. C'est vraiment intéressant de voir que aussi il y a eu des espèces d'hommages, notamment dans One Piece, mais également dans Toriko à un moment, pour ceux qui ont vu le chapitre, Toriko a des espèces de sourcils comme ça, de cette forme. Donc voilà, c'était le petit passage Kochikame. Voilà les amis, donc les temps changent, mais on n'oublie pas. Voilà, il y a des pionniers, des nouveautés, mais ce qui est intéressant, c'est de voilà, d'avoir une vision d'ensemble et de célébrer un petit peu ces vieux monstres qui s'en vont quoi. Ben les amis, c'est parti, nous allons pouvoir passer un petit peu plus précisément donc sur le chapitre, sur le contenu en lui-même du chapitre 839 de One Piece. Alors, premièrement, nous allons parler du thème d'Evin Smoke, puisque, en fait, tout simplement, j'ai l'impression que maintenant, c'est confirmé. Hein. Bon, je vous avais déjà dit ça dans une vidéo de review, je ne sais plus exactement, j'avais émis la théorie que, assez naturellement, j'avais pas vraiment recherché là-dessus, que Germa 66, ou Germa 66, hein, d'ailleurs, comme il avait été bien précisé qu'il fallait le prononcer de cette manière, hein, et non pas 66, mais peu importe, que ça faisait référence donc à un sous-marin allemand nazi qui avait été utilisé, enfin bon, un type de sous-marin qui avait cette espèce de dénomination, c'était le German D66, un truc comme ça. Et donc ça faisait beaucoup penser au Vinsmoke, et là on a clairement, effectivement, confirmation que c'est, très clairement inspiré, voilà, l'inspiration générale qui est un petit peu qui fait le décor des Vinsmoke, et bien c'est les nazis, tout simplement, hein, c'est le Troisième Reich, tout simplement. Avec toutefois une petite touche, à mon avis, hein, qui est un peu particulière, qui est spécifiquement l'occupation nazie en France. Je m'explique. Vous avez ces espèces de bâtiments qui font très Moyen-Âge, qui font très tour, comme ça, bon, qui font très château. Vous avez également les Vinsmoke qui font beaucoup plus penser à la France, hein. La cigarette, le vin, vous voyez, smoking aussi, le costume et smoking, la cigarette. Puis de toute manière, Sanji, évidemment, est lié à une espèce de thème général qui est lié à la France, hein, la cuisine et même son esprit chevaleresque. Bref, et vous avez, à l'intérieur de ce décor qui fait vraiment penser à la France, vous avez les Vinsmoke tels que l'on les voit donc dans le chapitre, qui sont très clairement inspirés des nazis, avec l'immense, on voit une croix derrière, on voit la croix teutonne, on a l'impression, on voit l'immense aigle allemand. Il y a ces espèces de grands drapeaux qui sont construits d'une manière très structurée, très symétrique, très sévère, hein, la rectitude de l'architecture nazie si on peut dire. Et ça fait vraiment beaucoup penser à toutes ces images d'archives où l'on voit les différents dignitaires nazis, généraux et états-majors qui se retrouvaient dans ces espèces de grands monuments français très connus et qui installaient leurs propres oripeaux avec leurs drapeaux nazis, tout ça, l'illustration nazie qui s'infiltrait un peu dans ce monde, dans ce royaume. Et il y a aussi cette espèce de dichotomie, je dirais, c'est-à-dire d'oxymore un peu, d'opposition, si vous voulez, entre Sanji qui est un peu plus traditionnel, qui s'habille normalement, qui est un peu plus français dans son approche, de l'approche du perso, que
les Germa, enfin les Finsmoke, le reste de la famille, qui sont très technologiques dans leur façon de combattre, tout ça, qui ont moins cette classe qui fait vraiment toute la valeur du perso de Sanji, et l'opposition entre d'un côté toute la technologie Vinsmoke avec en plus les clones à la fin, ce qu'on remarque des clones, et aussi le mobilier un peu moderne qu'on retrouve dans la salle, et les châteaux, le château fort qui fait très tradition, qui fait très histoire de France si vous voulez, les châteaux de la Loire, tout ça, et ça les Japonais connaissent très bien tout ça. Alors, ça fait beaucoup de références, ça parle à leur bibliothèque personnelle aux Japonais, ils connaissent bien cette imagerie un peu aussi qui a été véhiculée par les films. Et justement, les films, j'insiste d'autant plus sur l'idée que c'est aussi inspiré des films, parce que cette imagerie un petit peu méchante James Bond des années 60, elle est très clairement, visible chez les Vinsmoke. Vous avez cette espèce de modernité un peu futuriste des années 60, avec les sièges, les fauteuils en globe comme ça, les écrans avec, souvent dans les méchants de James Bond, vous aviez ces écrans qui apparaissaient derrière, il y avait un mec qui appuyait sur un bouton, puis tu avais l'écran qui faisait comme ça, et puis tu avais la carte du monde, on voyait le projet du méchant qui disait haha, je vais m'emparer du monde, je vais devenir le maître du monde. Et on a vraiment cette imagerie dans tous les films. À chaque fois, il y a eu quand même dans tous les films d'agents secrets le moment où il va se péter contre les nazis. Voilà, il va se taper contre les nazis et contre le 4e Reich. C'est en même temps un général qui s'est un peu exilé du régime nazi et qui en gros a son propre projet. D'ailleurs, même dans OSS 117-2, c'était un peu une parodie de ça, justement, où il y avait les nazis qui avaient leur projet du 4e ou 5e Reich, je ne sais plus. Enfin bref, c'était vraiment très drôle parce que ça prenait cette parodie un peu caricaturale de la façon dont on voit un petit peu maintenant, avec le recul, les nazis sous un œil un peu plus amusé, si vous voulez, et cette façon un petit peu caricaturale de présenter les méchants qui préparent leur plan un peu dans leur coin, avec leur technologie, et justement, on va en parler avec les clones, justement, un peu plus tard. Alors, ensuite, donc, par rapport au projet des Germa, projet des Vinsmoke, on a eu quelque chose de très, très singulier, très curieux qui émerge dans le chapitre, c'est qu'ils attendent que la rêverie arrive pour pouvoir être virés de la rêverie, du gouvernement, pour pouvoir mener à bien leur projet. Alors là, c'est chose un peu bizarre, parce que quand même, si vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'ils attendraient quelque chose d'assez négatif, puisqu'au fond, c'est quand même de se faire exclure, pour mener à bien quelque chose? Ça paraît bizarre. Alors, moi, ce que je pense, c'est peut-être qu'ils veulent profiter d'une espèce d'exclusion scandale, un peu en mode ça fait le buzz partout sur Grand Line, pour, même partout dans toute la planète One Piece, dans tout le monde de One Piece, pour faire une sorte de contre-révolution, enfin, non, justement, de révolution, qui serait un peu un parallèle avec les révolutionnaires, mais pour prendre le pas et faire un espèce de mouvement néo-gouvernement, si vous voulez. Alors, je m'explique, c'est un peu complexe, mais je vous explique. Pour moi, la seule façon qui permettrait d'expliquer pourquoi les Germa attendent de se faire exclure, c'est pour créer un coup d'état. Voilà, c'est pour faire un coup d'état, pour dire, regardez, le gouvernement mondial nous chie dessus, basiquement, il nous méprise, et ce serait une façon de dire aux autres nations, ils vous méprisent aussi, ils vous méprisent. Regardez comment ils nous méprisent nous, et bientôt ce sera votre tour, nous on est une vieille famille, voilà, les Germains, machin, tout ça. Bon. Après, vu qu'ils sont connus comme étant des assassins et des sortes de mercenaires, si vous voulez, des sortes d'aventuriers un peu qui viennent dans les guerres, voilà, régler un peu les conflits, tout ça, ils ont peut-être pas une bonne réputation auprès des autres cours royales, donc peut-être que le fait qu'ils fassent un coup d'état serait encore pire au niveau de leur réputation. Bref. Ensuite donc, mais bon, c'est une idée. Ensuite par rapport donc aux frères et sœurs Vinsmoke, je pense qu'on a un aperçu un peu de leur caractère qui est un petit peu plus, un peu plus concret et enfin un peu plus, compréhensible que ce que l'on avait pu avoir auparavant. Donc, nous avons, et encore une fois, une inversion des valeurs, parce que je vous rappelle, alors là très clairement, on a la personnalité des frères Vinsmoke qu'on avait eu dans le chapitre 832. Allez voir le flashback, c'est ça. Mais, encore une fois, ça s'inscrit donc en contradiction avec les personnalités qui avaient été présentées dans le chapitre 828 et le chapitre 839. Je m'explique, nous avions eu Niji qui paraissait être le plus dur, le plus sévère, celui qui avait le plus de rancœur à l'égard de Sanji, et puis on avait eu justement Ichiji qui était un peu plus relax, comme bon ça va, tranquille, Niji, calme-toi, c'est bon, c'est pas grave, c'est juste Sanji, bon, je suis content de le revoir, tout ça. Et t'avais Niji qui disait menteur, c'est pas vrai, t'es pas content de le revoir, et moi non plus, et en gros c'était vraiment ça, c'était ce sentiment qu'on avait vraiment, on avait eu cette impression là. Mais là, dans le chapitre c'est très différent. Bon,
on a Yonji. Yonji qui est clairement toujours fidèle à lui-même, mais là on commence à déceler un petit peu plus son aspect un petit peu le cadet, si vous voulez, le benjamin, qui n'a pas trop de personnalité et qui est un petit peu cruel, amoral, voilà, qui est un peu celui qui n'a pas trop de dignité en vérité. Je crois que c'est un peu celui qui a évolué dans l'admiration de ses frères, mais lui-même il se considère pas vraiment comme un ouf. Je pense qu'il doit un peu avoir un complexe. En ce qui concerne Niji, on le voit qu'il est violent gratuitement, qu'il a un caractère un peu léger, changeant, et que surtout il est très frivole. Il est très volatile comme personnage. La violence n'a pas vraiment de sens pour lui. Voilà, il faut un job d'aventurier, de mercenaire. Il le dit bien d'ailleurs par rapport aux guerres qu'ils ont réglées comme ça très rapidement après la chute justement du trafic d'armes de Doflamingo. Ils ont dit voilà que ça, enfin pour lui c'est voilà, c'est comme ça, hein, ça marche comme ça, pas vraiment de très grande limite morale, ou du moins de très grande contrainte morale, plutôt restriction. En ce sens, Ichiji, on voit qu'il est beaucoup plus droit et sévère envers, voilà, et surtout voilà, très sévère envers Sanji, et surtout très rigoureux sur tout ce qui est les limites entre la plèbe, en gros, la population, les classes sociales, en fait, les hiérarchies sociales, en fait, hein, très à cheval sur tout ce qui est hiérarchie sociale. Et donc on voit qu'il incarne vraiment cette espèce de figure de l'aîné qui est un peu, vous voyez, celui qui incarne les valeurs de la famille, la tradition, la droiture, le rigorisme, et vraiment le côté très sévère, mais quand même juste. Il m'a l'air un petit peu plus moral, entre guillemets, hein, il m'a l'air d'avoir un peu plus de morale que son frère Niji. Enfin, donc on a Reiju qui reste calme, posé, et qui semble être celle qui comprend le mieux Sanji. Mais, par contre, attention, ne croyez quand même pas que c'est elle qui va être la gentille dans l'affaire. Non, je ne crois pas. Je crois qu'elle est très fourbe, je crois qu'elle cache très bien son jeu. Et voilà, après qu'elle ait un petit peu plus d'empathie pour Sanji, c'est possible. Mais que ce soit la gentille du lot, pour moi ce serait trop facile. Et je serais déçu si Oda allait dans cette direction. Voilà, ça me déplairait. Mais bon, faut voir où est-ce qu'il nous mène. Bon. Alors ensuite, on a la superbe scène avec l'opposition de valeur entre Sanji, qui apparaît vraiment comme un putain de boss. Vraiment, j'ai adoré, c'était le moment préféré, je dirais. Et ses frangins, et même son père. Et d'ailleurs, je trouve que c'est super bien imagé, parce qu'il y a donc Cosette qui arrive. Alors d'ailleurs, Cosette, je pense qu'il faut quand même mettre un petit peu les points sur les i. Quand je disais que, vous voyez, il y a ces côtés un peu occupation de la France, vous avez Cosette, qui est un personnage de Victor Hugo des Misérables, et qui est un personnage justement très pitoyable, dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on a envie de, elle est toute faible, tout ça, et on a envie c'est un peu le personnage victime, un peu de l'histoire, et on a envie de lui venir en aide. Et Cosette, voilà, là c'est la servante, pardon, donc bon, effectivement, c'est très clair, les relations, les enjeux, enfin les relations, les interactions sont très manichéennes, mais je fais confiance à Oda pour mettre un petit peu de sel et de complexité là-dedans. En l'occurrence ici par rapport à la scène de la grosse opposition qui se fait surtout entre Niji et Sanji, eh bien le moment où il lance l'assiette comme ça et puis qu'il y a Sanji qui fait bah non, qui l'attrape comme ça, c'est très clairement pour nous montrer la détermination de Sanji, non seulement à s'opposer, mais s'opposer bec et ongle quoi, hein, dur, vraiment dur comme fer à la pensée la pensée générale, la philosophie des Germains si vous voulez, leur façon de faire, mais également la détermination à endurer les coups. Parce que regardez, quand il y a Niji qui s'apprête à lui donner une punition, on lui asséner un coup de pied dans la tronche, eh bien, regardez comment il est impassible. Il est là, il ne bouge pas. Le pied est là, et Sanji ne bouge pas. C'est pas comme s'il commençait à essayer de faire un truc. Non. Donc je trouve ça vraiment très bien fait de la part d'Oda de nous montrer que Sanji, non seulement déterminé à s'opposer à sa famille, mais également déterminé à endurer ça sur ses épaules. Et donc voilà, ne pas faire trop de conneries parce qu'il sait qu'il y a les monotes aussi, donc il réfléchit quand même. Vous voyez, il n'est pas à tête brûlée. Aussi, je trouve que dans cette scène, Sanji apparaît quand même comme l'aîné de la famille. Il leur fait la leçon. À un moment quand même, je dirais, il y a Ichiji qui dit non mais t'as fricoté avec la plèbe, tu dois en payer les conséquences, c'est de ta faute, voilà. Mais je trouve que quand même dans l'entièreté du chapitre, je trouve que aux 2/3 du chapitre, hein, Sanji quand même mène la danse, il est au-dessus dans les rapports de force, il est là, c'est lui qui fait la leçon, c'est lui qui dit aux autres vous êtes des petits cons, vous êtes des petites merdes, et vous avez une éducation pourri gâtée, vous êtes vraiment des minables quoi. Et c'est fort quoi, parce qu'on est avec Sanji à ce moment-là. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était sublime au niveau de l'écriture. Aussi, on voit aussi que donc Jaji a quand même énormément d'autorité pour arrêter le coup net hein, de Niji, attention. Hein. C'est genre, s'il continuait, je pense qu'il le punissait. Donc il y a une espèce je pense, de hiérarchie très d'autorité très respectée au sein des Vinspoke, au sein de la famille. Et Jaji, je pense que c'est très clairement un monstre. Hein. On n'a pas très bien vu, sa réelle puissance, je pense, dans son combat contre Sanji.
il paraissait un petit peu plus fourbe, un peu plus trompeur avec ses techniques de technologie, mais je pense que Jaji, il assoit son autorité par sa puissance. Je crois que c'est un peu une famille qui fonctionne sur des règles très martiales, donc s'il était juste respecté parce qu'il était le chef et le plus vieux, non, je pense pas. Enfin bref, par contre, Jaji est insupportable. Jaji assoit sa supériorité comme une espèce de vieux con insupportable. Il dit non, tu vas changer ta façon de penser, Sanji, c'est pas possible, c'est pas possible la façon dont tu penses. Voilà, ici, puis de toute manière, voilà, tu t'as rien d'autre à faire que de nous obéir, en gros. Et c'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Et donc vient le moment avec Zeph, et ça, c'est encore une fois un point extrêmement positif dans le chapitre, enfin négatif dans le cours de l'histoire mais positif en termes d'écriture, puisque ça nous remet en tête le personnage de Zeph, bien que je ne l'avais pas oublié bien sûr, non pas que j'avais oublié, mais que ça nous recentre sur les enjeux qui sont au cœur du perso de Sanji, c'est-à-dire à la fois effectivement sa famille, il ne faudrait pas oublier sa véritable famille au baratier avec son père spirituel Zeph, et c'est vrai que c'est formidable quoi, parce que je veux dire arriver à connecter comme ça les différentes intrigues, nous faire repenser. Je vous assure que par exemple Zoro quand il sera à Wano, on aura tout un truc sur Kuina et ça va être formidable parce que tout va faire sens, justement leur parcours et là où ils sont maintenant font référence à ce qu'ils ont déjà vécu et c'est vrai que voilà, en ce qui concerne donc notre ami Zeph, mis en danger justement, menacé par les Vinsmoke, mais attendez, je pense à quelque chose. Zeph au pied rouge, c'est quand même une légende a priori. Bon, on nous a dit qu'il est allé dans le Grand Line, on ne sait pas s'il a été dans le Nouveau Monde, je pense qu'il a été dans le Nouveau Monde, je crois. Hein. Et Zeph au pied rouge, c'est quelqu'un qui a un peu enseigné l'art martial de Sanji la Jambe Noire, qui l'a adapté ensuite à sa propre technique, à sa propre sauce. Mais Zeph, c'est quelqu'un de très balèze quand même, c'est quelqu'un de très balèze. Et donc, je serais vraiment pas con de le retrouver dans l'histoire. Franchement, pour moi, Zeph, c'est quelqu'un qui fait partie de cette ancienne génération avec Gold Roger, ensuite Shiki, Barbe Blanche, donc voilà. Et puis plein d'autres, Don Shinjao, Garp, voilà, tout Tsuru aussi. Ah non, Tsuru était un peu jeune à l'époque, mais enfin, vous voyez l'idée. Donc, et puis Sengoku, bien sûr. Donc voilà, toute cette génération, et Zeph en fait partie. On a un petit peu oublié Zeph au pied rouge, mais c'était quand même quelqu'un qui apparemment avait marqué sa génération. Aussi, donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un élément vraiment effarant de ce chapitre, et vraiment sublime, quoi, superbe. Et donc, je passe à mon dernier point, donc les clones qu'on découvre à la fin du chapitre. Alors, évidemment, référence à Star Wars un petit peu, avec la guerre des clones, Kamino, je pense même pas que c'est une référence à Star Wars spécifiquement, mais ça résonne un petit peu dans ma tête, en me faisant penser à Star Wars. Également, ça me fait penser d'ailleurs aux droïdes dans Star Wars. Rappelez-vous, dans le 1, alors la menace fantôme, apparemment, c'est celui que personne n'aime, moi je ne le déteste pas. Et donc on voit Qui-Gon Jinn qui arrive dans le vaisseau des Néomidiens, enfin des séparatistes, hein, de la Confédération du Commerce. Et à ce moment-là, donc on voit les droïdes qui arrivent comme ça, et ils sont tous en ligne, en randonnion comme ça, et préparés à débarquer sur Naboo. Et il y a Qui-Gon Jinn qui dit c'est une armée d'invasion, quoi. C'est pas du tout une armée de défense, de protection des ambassadeurs. Non, c'est clairement un truc pour envahir une planète. Et ici, je pense que c'est ça, hein, tout simplement. Voilà, les clones, c'est une préparation d'une armée d'invasion. Et quand je disais, voilà, faire un coup d'état, renverser le gouvernement, peut-être prendre la tête de la rêverie ou je ne sais quoi, je dis n'importe quoi, mais vous voyez l'idée, il y a quelque chose de politique là-dedans. Je pense qu'on se dirige vers un coup d'état. Il a besoin d'un backup, hein, d'un soutien, et donc ce sera Big Mom. Mais pour ça, je pense que il a quand même besoin d'un soutien armé et d'une propre armée. Il s'agit donc ici de ces clones dont on voit qu'il y a vraiment aussi des gabarits, différents gabarits qui sont prévus, hein. Donc on a les gros au centre, on a les espèces de moyens en bas, puis au-dessus on a les espèces de mecs un peu plus fins. Enfin, à moins que ce soit mon œil qui me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de classement physique, hein, avec les différents poids plumes, poids lourds, enfin les gabarits, quoi. Et donc, qu'est-ce que ça pourrait vous évoquer, vous, hein, franchement? Parce que là, après, je n'ai pas vraiment d'autres idées par rapport à ça. Je pense que ça ouvre à plein de portes. De toute façon, je pense que l'idée ici, c'est qu'une guerre se prépare, mais est-ce que alors ça, ce serait une théorie de fin, théorie finale, qui n'a pas trop rapport avec la théorie que j'ai dit avant. Est-ce que, au contraire, peut-être, il ne voudrait pas, remplacer un Yonko, plutôt que remplacer un gouvernement mondial. Parce que du coup, ils auraient plus de porte dans le champ politique officiel de One Piece, mais par contre, ils en auraient peut-être une opportunité dans le champ non officiel, du côté des Yonko. Peut-être remplacer donc
Big Mom et devenir le 4e Yonko, donc nouveau Yonko. Alors je vous ai mis ça en dernier parce que ça me paraît moins probable, mais c'est quand même possible. Il pourrait donc utiliser cette armée durant le mariage pour faire une sorte de gros voilà, branle-bas de combat, bim bam boum badaboum, et là tous les membres de Big Mom se font complètement zigouiller tranquillement. Et voilà. Donc le mariage serait juste un prétexte pour se rapprocher du poste d'un Yonko et ainsi se détacher complètement du gouvernement, ce qui expliquerait pourquoi il attend qu'il soit viré complètement de la rêverie pour vraiment mettre un terme complet et total et définitif à toutes les relations officielles qu'il entretient avec les autres pouvoirs officiels et royaux si vous voulez de One Piece. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette dernière théorie, chers amis, parce que voilà, je l'ai pas vraiment avancé trop dans la review parce que j'étais pas sûr de ça, mais dites-moi ce que vous en pensez. Plutôt coup d'état rêverie ou plutôt coup d'état Big Mom, donc du coup Tea Party. Hein, coup d'état rêverie, coup d'état Tea Party. Je pense que de toute façon on est un petit peu dans la même optique. Les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette review, dites-moi ce que vous avez pensé donc de mes petites théories à l'intérieur de la review, dites-moi ce que vous avez pensé également de mon point de vue sur les différents frères, comment ils fonctionnent, leur personnalité, et il me reste plus qu'à vous dire, eh bien, ciao les amis, on se retrouve la semaine prochaine, et j'ai aussi une grosse annonce à faire, j'ai enfin presque terminé, donc la vidéo sur les parabestiales devrait sortir dans pas trop longtemps. Donc les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire, ciao.